Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, la grande messe du foot néo-aquitain, le foot amateur, le foot professionnel, masculin, féminin. Vous allez tout savoir encore ce soir avec un très gros programme. Il y aura tout d'abord notre coup de cœur de la semaine, un reportage sur le club du FC D2S qui a pris une très belle initiative, celle de lancer son propre album Panini. Il y aura les résultats en coupe avec la Coupe nationale de futsal et le 5e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine chez les garçons, le 4e tour de la Coupe régionale chez les filles. Et puis il y aura également du championnat au programme. Le numéro 130 de LFNA TV démarre maintenant. On débute avec notre coup de cœur de la semaine, direction l'agglomération de La Rochelle, le club du FC D2S, club issu de la fusion entre deux communes, Dompierre-sur-Mer et Sainte-Soule, un club qui a lancé une initiative magnifique et originale en ce début de saison, celle de créer tout simplement l'album Panini du club, un album Panini qui fait rêver les plus petits mais également les plus grands, comme vous le montre ce reportage signé du tandem Antoine Olivier, Théo Rodriguez. À Dompierre-sur-Mer, le football fait rayonner la ville. Depuis 3 semaines, l'album Panini du club est distribué dans toute la commune et notamment au Nemrod, le bar tabac local. Les albums partent comme des petits pains et ça pour le bonheur des plus jeunes comme des grands. Ils adorent voir leurs copains en photo, les entraîneurs, les dirigeants, etc. Donc c'est un peu la chasse à leurs photos, à leurs propres photos aussi du coup. Systématiquement, dès qu'on en reçoit, en fait, on a eu 3-4 arrêts à pro. Donc à chaque fois qu'on en reçoit 500, dans les 2 jours, 3 jours, grand max, il n'y a plus rien. Là, on est toujours dans une phase de vente. Ouais. On a eu un réa pro. Bon, je pense que dans 2-3 jours, on n'en aura plus. Bon, ce qui est important aussi, c'est de faire de la communication avant la vente, justement. Donc on reçoit les albums eux-mêmes et ensuite, uniquement, on reçoit les étiquettes et c'est l'intérêt. Là, on va rentrer dans une phase d'échange d'ici 15 jours, je pense. Ouais, la phase d'échange, elle permettra de créer un événement au club, un goûter, un après-midi, un mercredi, à la fin des entraînements des petits et début des seniors, pour que tout le monde se rencontre, tout le monde se connaît, même si la plupart des gens se connaissent déjà. Comme les seniors sont éducateurs et les petits viennent au match souvent, donc c'est cool, ça va permettre de faire un échange en plus entre nous. En contrat d'alternance avec le club, Maxime est à l'initiative de l'album. Entre collecte de photos, recherche de partenaires et impression, il s'est investi 3 mois pour mener à bien son projet. Celui-ci est une réussite et est presque victime de son succès. Il y a eu 500 albums imprimés en tout. Et donc moi je les ai donnés, j'en ai donné 350 aux licenciés et il m'en reste encore un petit peu en plus. Et des cartes, on est aux 6000 cartes imprimées là en ce moment. Ça marche très bien. Moi je commande des stocks de 1500 à chaque fois par week-end. Et au bout du mercredi, j'ai plus rien et je dois recommander à chaque fois 1500 tous les week-ends. Au-delà du simple plaisir de le compléter, l'album du FC D2S vise à perdurer dans le temps pour entretenir des souvenirs. L'objectif semble être atteint puisque tout le monde s'y met. Bah oui, ça fait plaisir parce que on va pouvoir se souvenir dans quelques années avec qui on a joué, même pour les enfants. Quand on est jeune, on se souvient pas forcément quels étaient nos camarades de jeu et grâce à cet album, on va vraiment pouvoir se souvenir avec qui on jouait du plus jeune âge, même en senior, se rappeler les bons souvenirs. Comme Louis a dit, c'est que tout le monde s'en souvienne dans 5 ans, qu'on puisse montrer l'album Panini et qu'on puisse dire regardez, moi j'ai joué avec cette équipe-là, avec ces gars-là et c'est des beaux souvenirs qu'on pourra se rappeler pendant longtemps, j'espère. Et on peut penser que les petits sont les plus fous à l'idée d'avoir des albums Panini et en fait pas du tout, c'est les parents qui sont derrière, qui sont investis à fond, qui achètent plein de cartes et qui ont même créé des groupes d'échange de parents pour pouvoir s'échanger et pouvoir finir l'album le plus vite possible entre eux. Le projet rassemble toutes les générations et les doublons sont devenus monnaie d'échange à part entière dans la commune et dans le club. Maxime nous ouvre les portes de ce dernier. À l'intérieur, son album qui n'attend plus que quelques cartes pour être enfin complet. On a l'équipe senior avec tous ceux qui jouent de senior 1 à senior 4 sans différenciation particulière. Il y a tous ceux qui ont joué le jeu et qui sont présents sur la photo. Il est complet ? Il est presque complet, il me manque une vingtaine de cartes. Et après, je pourrais dire que je l'ai fini en premier, je pense. Ça, c'est mes doubles, ouais, que j'essaye d'échanger avec les autres parents qui jouent le jeu. Et donc, je pense que quand j'aurai échangé tous mes doubles, j'aurai fini mon album.
comment ça se compose un paquet de cartes? Alors un paquet de cartes, il y a 6 images à l'intérieur. Le paquet il coûte 1 euro et on peut retrouver des équipes, des joueurs et on a aussi souvent les membres du bureau et les sponsors qui apparaissent de temps en temps. Moi je suis en plusieurs exemplaires comme je suis éducateur et joueur. Donc je suis éducateur U10-11 ici avec la casquette de coach et ensuite je suis chez les seniors en tant que joueur. Merci Louis. Ici avec la veste du club. Moi j'aimerais bien le finir en premier, ouais, comme je suis à l'origine du projet, ça me permettrait de pouvoir montrer aux autres que je l'ai fini avant eux, c'est cool pour moi. Un projet qui ne reviendra pas avant 5 ans, alors à vos marques, prêts, collés. On passe maintenant aux résultats. Galanterie oblige, on attaque avec le foot féminin. La D1 Arkema ont joué ce week-end la 12e journée. Les Girondins de Bordeaux qui ont ramené un point précieux du déplacement du côté du Havre. Les Girondines qui pensaient même accrocher la victoire avec l'ouverture du score à la 73e minute sur ce pénalty de Laura Bourgoin. Malheureusement, égalisation à la 88e du Havre par Najma Ali Najim. Au classement, Bordeaux reste lanterne rouge avec 7 points en 15 journées. Les Bordelaises qui vont continuer de croire au maintien. Toujours chez les filles, mais cette fois en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. On jouait ce week-end le 4e tour. Voici les résultats avec la qualification de l'UES Montmorillon. Qualification également du FC Bressuire qui a battu le FC Gâtinais 3-2. Ça passe pour la réserve des Girondins de Bordeaux qui bat Trélissac. Ça passe pour La Rochelle, facile vainqueur de Jarnac 7-1. Le carton du week-end est signé Angoulême-Charente qui a écrasé 8-2 Oradour. La victoire 5-4 dans un match complètement fou du S à Montcoutan face à Ligugé. Qualification de Bergerac-Périgord. La qualification grâce à un forfait de Châtellerault de l'Entente Poitiers 3 cités. La qualification de l'ASJ Soyaux-Charente qui continue sa route en battant Rochefort 3-1. 1-0 pour le Pôle Palois FF face au Pau FC. Qualification au tir au but du CMO Bassins face à Saint-Médard. Qualification 5 tirs au but à 4 pour le CMO Bassins. 3-0 pour le Bassin d'Arcachon face à la Jeanne d'Arc de Biarritz. La qualification 6-2 de Port-Sainte-Marie face à Poé de l'Escar. Et puis l'Aviron Bayonnais a profité du forfait de l'AS Livradez avec donc la qualification du Club Basque. En Détroit féminine, la saison galère continue pour le FCE Mérignac-Arlac. Vous le voyez dans la poule B de Détroit. Défaite 2-0 pour les Girondines sur leur pelouse face à la réserve de l'Olympique lyonnais. Au classement, le FCE Mérignac-Arlac compte toujours 0 points en 12 journées avec une différence de but de moins 40. Leader du classement, le Toulouse FC devant l'AS Cannes et le JF 38. On passe maintenant au foot masculin. On débute avec le foot pro, la 25e journée de Ligue 2 BKT. Et malheureusement, la défaite du Pau FC à domicile face à Quevillerouen 2-0. Défaite au Noustecamp pour le club béarnais qui glisse à la 12e place du classement. Les Girondins de Bordeaux, eux, se déplacent ce soir du côté du stade de la Licorne, 20h45. Amiens-Bordeaux, match très important pour les hommes d'Albert Riera qui ont beaucoup de mal à l'extérieur cette saison. On écoute l'entraîneur bordelais interrogé en conférence de presse d'avant-match. Et encore, on n'a pas réussi surtout à gagner des matchs parce que, comment j'avais dit, pour moi, le match de Rocher, il était pas mal. Il était pas mal. On a très bien commencé le match, mais c'est vrai que nous a fait de mal le deux buts qu'on a pris. Le premier nous a fait un peu de mal parce qu'on a bien commencé le match. Après 1-1 et on a pris le but après 1 minute de la deuxième mi-temps. Et ça nous a fait beaucoup de mal, non? Un peu sur la confiance. Et c'est ça, c'est un peu de s'oublier si on joue à l'extérieur ou au domicile, même si c'est presque impossible parce que c'est vrai qu'avec tes supporters c'est un peu plus facile, mais on a besoin de gagner à l'extérieur parce que sinon le point seulement à la maison ne sont pas suffisants pour arriver l'objectif que nous on a. Un étage plus bas en national, on jouait la 21e journée de championnat. Les Chamois niortais de Philippe Hinsberger sont allés décrocher le point du match nul sur la pelouse de Cholet. Score final 1 but partout. Niort deuxième à 5 points du leader, le Red Star. En National 2, maintenant, on jouait la 16e journée de championnat avec notamment la poule B, celle qui intéresse les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Et parmi ces clubs, il y avait un derby justement régional entre le FC Libourne
et le club d'Angoulême-Charente. Le match vous est résumé grâce à notre ami Hugo Launay. Libourne-Angoulême, c'était le choc des extrêmes de cette 16e journée de National 2. D'un côté, des Libournais qui pouvaient redevenir co-leaders du championnat après le nul des Herbiers contre Tréissac la veille, et de l'autre, des Charentais 10e qui bataillent pour le maintien. Les Pingouins en bleu, 10e équipe à domicile cette saison, comptent bien améliorer cette statistique et se montrent rapidement dangereux sur les cages d'Angoulême en multipliant les grosses occasions, mais sans succès. Angoulême a besoin de points et passe aussi à l'offensive avec ce beau centre en retrait repoussé in extremis par la défense des Bleus. C'est même eux qui vont être récompensés en premier à la 27e minute par cette superbe tête au premier poteau de Santiago Giganda qui laisse Pierre Portes, le gardien libournais, bouche bée. Plusieurs fois rattrapé au score cette saison, le FC Libourne veut inverser à son tour le match. Piqué à vif, ils réagissent seulement 4 minutes plus tard après un magnifique travail du numéro 9 Anthony Castera qui décale Dario sur le côté pour la tête de Yacine Bahassa. Vincent Fournier s'incline et Libourne égalise. Mais les Pingouins ne s'arrêtent pas là. Corner au deuxième poteau, ballon fuyant et Mathieu Dario est accroché dans la surface. Encore lui, après sa passe décisive, il obtient un pénalty 4 minutes plus tard. Malik Sek face à Vincent Fournier et c'est Plénax, 2-1 pour Libourne qui renverse le match en 10 minutes. À la pause au stade Jean-Antoine Moueix, Libourne est devant et provisoirement co-leader de National 2. Au retour du vestiaire, Libourne veut tuer le match et obtient un nouveau pénalty après une main dans la surface. Changement de tireur, Bahassa prend le ballon pour le doubler, mais c'est stoppé par le portier charentais qui maintient son équipe en vie. Le match devient de plus en plus haché et fermé. Libourne se fait peur en fin de match, mais conserve son avantage. Les Bleus foncent vers la montée à 10 matchs de la fin, premier ex-aequo avec les Herbiers. Angoulême va devoir continuer sa bataille pour le maintien dans cette saison à 5 descentes. De son côté, Bergerac-Périgord recevait Bourges Foot 18. Les hommes de Yacine Azaf qui s'imposent 3-0 avec encore une fois un but de Romain Escarpit. 12 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues désormais pour le joueur formé à l'Olympique lyonnais qui réalise une saison magnifique. Focus sur le basque avec Robin Travers. Quand Escarpit va, tout va. Joueur de Bergerac et auteur de 14 buts cette saison, 9 en championnat et 5 en Coupe de France, Romain Escarpit est le meilleur buteur du groupe B de National 2. Beaucoup de buts, et tout ça en très peu de temps. Encore décisif vendredi dernier contre Bourges, en marquant à la 4e minute de jeu. Le Darquois d'origine a l'habitude de démarrer fortement ses confrontations. Sur 14, 9 buts ont été marqués cette saison dans les 30 premières minutes de jeu. Buteur 2 semaines après son arrivée face à Chamalières, l'attaquant de 25 ans est tout de suite devenu un atout majeur pour son équipe. En plus de son importance en championnat, Romain Escarpit est aussi primordial en Coupe de France avec une belle épopée jusqu'en 16e de finale face à Lyon, un match dans lequel il marquera son 17e but en Coupe nationale. Pourtant, la saison 2023-2024 débute moins bien que d'habitude. Malgré les performances, l'équipe qui avait fini 2e et 3e de son groupe les années précédentes peine à la 9e place cette saison. Mais les espoirs sont encore possibles. Il reste 10 matchs à jouer pour 8 points de retard sur le premier. Les Périgordins peuvent y croire. Avec plus de réussite à domicile qu'à l'extérieur, le groupe bergeracois peut compter sur son buteur pour rééquilibrer la balance.
Prochain rendez-vous samedi à Angers contre la réserve avec, on l'espère, les 3 points à la clé. On vous donne l'ensemble des résultats dans cette poule B de National 2 avec le nul vendredi soir entre Vendée-les-Herbiers et Trélissac. Score final 1 but partout. 3-0, vous l'avez vu, la victoire de Bergerac-Périgord face à Bourges Foot 18. La victoire de la réserve du SCO Angers 4-1 sur la pelouse du Paris 13 Atlético. Sévère défaite donc à domicile pour le club francilien. Le succès dans le derby de Nouvelle-Aquitaine pour le FC Libourne face à Angoulême-Charente. Victoire de Libourne 2-1. 4-1 pour l'ESO Romorantin face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. La victoire 3-1 pour La Roche Vendée sur la pelouse de l'Olympique Saumur FC. Et puis le carton du week-end a eu lieu samedi à 18h30 avec la victoire de Blois Foot 41 sur la pelouse d'Avoine Chinon. 5-1 pour Blois qui réalise une belle opération au classement. Le voici, ce classement de la poule B de National 2 avec un classement très serré en tête. 4 équipes qui se tiennent en 2 points, vous le voyez. Vendée-les-Herbiers toujours leader avec 28 points, mais la même différence de but et le même nombre de points que le FC Libourne qui est promu, on le rappelle, et qui continue sa saison fabuleuse. 3e, La Roche Vendée qui a 26 points, tout comme le 4e, le SO Romorantin. Et puis un petit peu décroché avec 23 points, on retrouve le 5e Paris 13 Atlético qui reste quoi qu'il arrive dans la course, tout comme le 6e Saint-Privé-Saint-Hilaire. Blois Foot 41 et 7e désormais avec 22 points. Devant Bourges Foot 18, 21 points. Bergerac-Périgord est 9e avec 20 points en 15 journées. 10e Angoulême-Charente avec 19 points. 11e Avoine-Chinon avec 17 points, tout comme le FC Trélissac qui est 12e. Et puis avec 6 points de retard sur le 12e, on retrouve l'Olympique Saumur FC 11 points. La réserve du SCO Angers est toujours lanterne rouge avec une saison galère pour les Angevins. 7 points seulement pour le SCO. En National 3, on jouait la 16e journée. Vous voyez les résultats de la poule B. La victoire des Genêts d'Anglet 1-0 face à la réserve de Pau. La victoire 1-0 également pour l'US Lèche Cap-Ferré face à Blagnac. 2-2 entre le Stade Bordelais et Canet-Roussillon. Un but partout entre Saint-Paul Sport et l'Aviron Bayonnais. Défaite 1-0 à domicile dimanche pour la réserve des Girondins de Bordeaux face à l'US Castanet. Au classement, Castanet est toujours leader avec le même nombre de points impressionnant, comme ça se joue à très peu de choses en National 2 et en National 3 avec Castanet 32 points, les Genêts d'Anglet 32 points, Blagnac 3e, 28 points, le Stade Bordelais est 4e avec 22 points, tout comme l'Aviron Bayonnais, la réserve de Pau est 7e, l'US Lèche Cap-Ferré 8e avec 21 points, la réserve des Girondins de Bordeaux est 12e avec 13 points, Saint-Paul Sport 13e avec 12 points. Au compteur. Dans la poule C, toujours en National 3, voici les résultats avec la belle victoire à l'extérieur du Stade Poitvin 2-0 du côté de Ouest Tourangeau. L'US Chauvigny a perdu 3-1 du côté de Vineuil. Il y avait également Panazol opposé à la réserve de Châteauroux. Victoire 1-0 de Panazol dans une journée qui a vu le nul 0-0 entre Bourges-Mollo et le club du SO Châtellerault. Au classement, Montlouis est premier avec 38 points, 6 points devant le Stade Poitvin qui est deuxième. Châtellerault est 5e avec 25 points. Panazol 7e avec 24 points. L'US Chauvigny 10e avec 18 points. Chambray ferme la marche avec 8 points. Dans la poule D, celle des clubs des Deux-Sèvres, à noter la défaite des Chamois Niortais de Buzyn du côté de Vendée, Fontenay Foot. Et puis à noter également la défaite de Choré face à la Châtaigneraie. Défaite à domicile de Choré 1-0 au classement. Choré est 10e avec 17 points. La réserve des Chamois Niortais est 8e avec 18 points. Un étage en dessous, on jouait un match en retard de Régional 1 avec un duel intéressant entre l'Étoile Maritime et le club de l'ES Guérétoise. Un match qui vous est résumé par Antoine Olivier et Robin Travers. Ce dimanche, l'Étoile Maritime recevait l'Entente Sportive Guérétoise, une rencontre aussi attendue que redoutée pour les deux équipes, puisque les visiteurs sont 8e et l'Étoile Maritime 12e et dernier à 4 points de leur adversaire du jour. Le match est donc crucial pour la course au maintien. Entraîneur adjoint du club de La Rochelle, Sadio Sangaré tente d'expliquer le mauvais début de saison de son équipe, tout en gardant espoir. On a fait un très bon parcours en Coupe de France. Et on sait que les équipes qui vont loin en Coupe de France, souvent, c'est assez compliqué dans le championnat. Et là, nous, c'est ce qu'on est en train de subir cette année.
Malgré qu'on a un groupe de qualité, après voilà, on a aussi un groupe très jeune, inexpérimenté. Et c'est ce qui nous fait défaut. On a perdu beaucoup de points comme ça parce que c'est le manque d'expérience tout simplement. Et le niveau de la R1, on a très peu de joueurs qui ont joué à ce niveau-là. Beaucoup ont joué à des niveaux R1 mais en niveau jeune, mais pas au niveau senior. Donc voilà, ça change tout. On n'a qu'une seule idée en tête, c'est de rapporter les 3 points. Parce que sinon ça risque d'être compliqué de la mission maintien. Je pense qu'avec 6 victoires sur 12, on se repositionnerait pas mal. Et je pense qu'on pourrait atteindre le maintien. Il ne faut donc surtout pas perdre ce match pour l'Étoile Maritime. Les joueurs sont sur la pelouse et l'arbitre, Monsieur Benjamin Ferru, va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le début de match est à l'avantage des locaux avec une bonne récupération de Jawahir qui se joue de toute la défense. Le ballon arrive jusqu'à Latrache. Super retour de Jason Gemas qui empêche l'ouverture du score. On joue depuis une vingtaine de minutes. Corner pour l'Étoile Maritime. C'est frappé dans la boîte, la tête de Doamor Rodriguez et la reprise de Diallo. Le ballon qui frappe le poteau. Heureusement pour les Guérétois, toujours 0-0, mais ça se rapproche pour les Rochelais. Les visiteurs tentent de réagir avec un long ballon vers l'avant. La défense de l'Étoile Maritime est trop laxiste et laisse De Salles transmettre à Marquez. Quelle parade de Léon Colli qui conserve le score vierge. L'entente sportive guérétoise va pousser pour essayer de tromper la vigilance de Colli. Superbe débordement côté gauche avec un crochet qui mystifie la défense rochelaise. Mais le portier des locaux est toujours là. Plusieurs grosses occasions, mais toujours pas de but dans ce match. 33e minute, le virevoltant Jawahir prend le côté gauche et va donner un super ballon au 6 mètres. Doamor Rodriguez contrôle, se retourne et loge le ballon au fond des filets. Superbe réalisation qui va faire du bien à la confiance pour cette recrue hivernale. Ça fait 1-0 pour l'Étoile Maritime. Le Portugais met son équipe sur de bons rails. L'entente sportive guérétoise tente de réagir dans la foulée. En 2 passes, Emilien De Salles se retrouve en 1 contre 1, mais Colli est infranchissable et repousse cette nouvelle occasion des jaunes et bleus. Juste avant la pause, Dramé, discret jusque-là, joue le coup à fond. Alors que le ballon semble perdu, il se bat, met un petit pont à Movie et bute sur Pierre. Le pire est évité pour Guéret. Dernière récupération guérétoise et M. Ferru renvoie les 2 équipes au vestiaire. 1-0 à la pause, mais l'Étoile Maritime peut remercier son gardien, déjà décisif à la mi-temps. Tout reste à faire en seconde période pour prendre les 3 points. Au retour des vestiaires, les visiteurs poussent pour égaliser. Le numéro 8, Guérétois, récupère un long ballon et va décrocher une frappe phénoménale. Quel arrêt une nouvelle fois de Léon Colli qui repousse sur le poteau et est en train d'écœurer ses adversaires. « 72e minute de jeu, entrée de Lilian Lacroix. Coaching gagnant de Johan Chauveau, puisque après un long ballon en profondeur mal repoussé par la défense guérétoise, c'est le nouvel entrant qui surgit et trompe pour la 2e fois Evan Pierre. Moins de 5 minutes après son entrée et sur un de ses premiers ballons, Lacroix fait le break et met son équipe à l'abri. Guéret tente une nouvelle fois de revenir dans ce match avec un excellent ballon dans le dos de la défense rochelaise. Le centre en retrait est bon, mais Arthur Bichot bute encore sur Léon Colli, définitivement homme du match et qui maintient l'écart de 2 buts. Le côté droit fonctionne bien pour l'entente sportive guérétoise qui va insister. Nouveau centre complètement dévissé mais qui va presque tromper le portier rochelais. Heureusement pour les locaux, celui-ci est vigilant et peut mettre en corner. Dernier centre et dernier coup de sifflet pour l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Victoire capitale dans la course au maintien pour l'Étoile Maritime. Devant de 1 point, la situation est néanmoins compliquée pour l'entente sportive guérétoise qui devra faire mieux pour rester en R1. On est trop faible offensivement, on est trop faible et comme on marque pas, on se découvre et voilà, derrière on a 3-4 occasions, on les met pas et chaque week-end c'est pareil, de toute façon tant qu'on marquera pas on gagnera pas. Mais là c'est plus que le maintien, là c'est la crise carrément. Il va falloir se réveiller là, c'est pas possible de perdre contre une équipe aussi faible. Dans le jeu ils ont rien fait mais nous non plus, c'est ça le pire, c'est qu'on a rien fait mais combativement ils sont chez eux, ils nous ont bougé et ils méritent totalement la victoire. Oui, je suis fier mais je le prends pas pour moi seul, moi je le prends pour l'équipe. C'est l'équipe qui a fait un bon match, là on a bien joué. Ensuite, on a écouté les consignes du coach, donc c'est ça
qui est important sur tout le match. Mais bon, c'est ça. Hein. On bosse après. Si les consignes, on les respecte, on gagne les matchs. Mais si on ne les respecte pas, on ne gagne rien. Ouais, l'équipe il a bossé bien toute la semaine. Et à la fin, dans les matchs, on a mis en pratique le travail qu'on fait toutes les semaines. Oui, l'équipe il a des qualités. On bosse bien toutes les semaines, chaque jour. On vient à l'entraînement, on bosse bien. Et si on continue comme ça, c'est sûr, on va faire l'objectif. Franchement, je suis content. Arriver, faire un but devant les supporters, c'est super. Dans cette même poule A de Régional 1, il y avait une autre rencontre en retard avec la défaite à domicile de Rochefort face à la réserve de Chauvigny. Défaite du club maritime 1-0. On termine cette émission avec une large page consacrée à la Coupe. Tout d'abord, la Coupe nationale de futsal avec la rencontre des 16e de finale entre Thouars Foot 79 et les sportifs de Garges, match qui avait lieu samedi. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Théo Rodriguez. Un match de gala pour le Thouars Foot 79, l'occasion pour eux d'écrire encore plus leur histoire. Près de 1000 personnes étaient présentes ce samedi après-midi au complexe sportif de Sainte-Verge pour assister à ce 16e de finale de Coupe nationale de futsal qui opposait le Thouars Foot 79 aux sportifs de Garges. Après une victoire arrachée à la dernière seconde en 32e de finale face à Châteauroux, les Thouarsais vont devoir se mesurer à une équipe de région parisienne, les sportifs de Garges, pensionnaires de Régional 2. Un parcours déjà remarquable pour Thouars, évoluant au niveau district, qui est surtout le dernier club néo-aquitain encore engagé en Coupe nationale. C'est Noël après l'heure, assure Jimmy Doué, le coprésident du Thouars Foot 79. Ce match, comme je l'ai dit depuis toute la semaine là, au Corée de l'Ouest, à la Nouvelle République, c'est un match pour nous bonus par rapport au foot en herbe. Les garçons, pour eux, c'est une vraie bouffée d'oxygène et pour le club aussi. Effectivement, on aurait pu tirer des équipes de R1, des 2, des 1. On ne les connaît pas, région parisienne. On sait que la région parisienne, c'est toujours un niveau d'écart des fois avec nous. Donc là-dessus, mais pareil, on ne s'inquiète pas, on va prendre et puis on verra pendant le match. Toute la semaine, on va rebondir sur la même chose. On est là, les joueurs sont sans pression. Donc il n'y a pas la même sensation ou la concentration d'avant-match qu'au foot à 11. Donc aujourd'hui, nous, il y a zéro pression, c'est que du bonheur. Comme j'ai dit cette semaine aussi, c'est Noël après l'heure. Donc aujourd'hui, c'est la fête du Thouars Foot et du futsal dans les Deux-Sèvres. Voilà. Ah oui, c'est une fête pour le futsal Nouvelle-Aquitaine. C'est une fête pour le futsal en général, mais encore plus pour nous, puisque l'équipe de Thouars s'est brillamment qualifiée pour les 16e. Et on est venu les encourager au nom de la Ligue Football Aquitaine que je représente. Nous sommes venus encourager l'équipe de Thouars en nous souhaitant que le meilleur et peut-être un rendez-vous au prochain tour. Je leur fais confiance, j'ai eu le plaisir d'aller les voir dans les vestiaires, nous avons un peu échangé et je pense qu'ils sont prêts à faire un bel exploit pour cet après-midi. Dans une ambiance électrique, les joueurs entrent sur le parquet du complexe sportif de Sainte-Verge. Et l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Presse, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce 16e de finale. Le match démarre fort pour les Thouarsais. Après ce magnifique tacle, Ndiaye se fait la malle et décale durée sur sa gauche. Il frappe en première intention et va trouver la lucarne opposée. Thouars ouvre le score dans ce match et surtout démarre à merveille son 16e de finale. La réaction des Gargeois ne se fait pas attendre sur l'engagement. Dias Landim combine avec le bon qui frappe du droit, mais trouve le petit filet. Récupération de balle pour les sportifs de Garges. Tavares Ferreira fixe bien le défenseur adverse avant de se mettre sur son pied gauche et frappe croisée. Les Gargeois recollent au score, ça fait 1 partout. Ndiaye récupère la balle proche du rond central, il s'avance et frappe. Mais le portier adverse gagne son duel.
Possession gargeoise, Tavares Ferreira est retrouvé le long de la touche, mais Gori fait une belle sortie, le ballon vit toujours, ça profite à Ramos Sanchez qui frappe et trouve le chemin des filets. Garges prend l'avantage dans ce match, 2-1. Archambault a de l'espace dans l'axe, il retrouve Ndiaye côté gauche qui frappe, mais le ballon s'écrase sur la transversale. Joli travail technique de Dias Landi, mais Gori s'interpose. L'attaquant gargeois récupère le ballon dans les pieds d'Ndiaye et décale Ali qui frappe, mais le portier Toircé sort ce ballon. La sirène retentit dans le complexe sportif de Sainte-Verge. Les joueurs retournent au vestiaire à la pause. Les sportifs de Garges mènent 2-1 face au Thouars Foot 79. Au retour des vestiaires, Alan récupère le ballon, il crochette Archambault et frappe du gauche. Malgré la première parade de Gori, le capitaine gargeois inscrit ce but en 2 temps. Les sportifs de Garges font le break dans ce match, 3-1. Le bon temporise et envoie une magnifique passe entre les lignes pour Silva Mendes qui dévie cette passe et trompe la vigilance de Gori. Ça fait 4-1. Après cette tentative lointaine de Cheng, Tavares Ferreira est à la retombée de ce ballon. Il crochette Cheng et décale Silva Mendes qui centre au second pour le bon, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. C'est dur pour les Toircés qui sont désormais menés 5-1. Bonne récupération de balle de durée qui permet à Omar de lancer Ndiaye dans la profondeur et de magnifiques piquets va battre le portier adverse. Thouars réduit la marque 5-2. Long dégagement du portier gargeois pour Albert qui reprend de voler, mais sa frappe s'écrase sur la transversale. Perte de balle de Gori qui était sorti de sa surface. Tavares Ferreira avait anticipé et tente le lob dans le rond central. Il trouve une nouvelle fois le chemin des filets. Garges mène 6-2. Perte de balle d'Omar côté gauche, il fixe Renaud et décale Ali qui frappe du droit et trompe la vigilance de Gori, 7-2. Coup de sifflet final, le score en restera là. L'aventure en Coupe nationale de futsal s'arrête au port des 8e de finale pour le Thouars Foot 79 qui est tombé sur une belle équipe gargeoise sûre de ses forces. Le match a tourné au début de la seconde période, assure Théo Cheng, le défenseur du Thouars Foot 79. Le premier but qu'on encaisse en deuxième mi-temps nous fait très mal. On voulait entamer fort, on se fait cuire froidement. Derrière, on reprend encore un deuxième but et après, on voulait pousser, ça n'a pas marché. On a concédé des buts face à une très belle équipe, il faut le dire. De Garges là qui nous a fait mal, chez nous en plus. Donc voilà, mais c'était une fête pour nous. Malgré le score, je pense que voilà, il y a un rassemblement de personnes et c'est le plus important ça. On a vu une bonne ambiance et ça donne de la visibilité au club, ça donne la visibilité à la ville aussi. Donc c'est un gros événement. On aurait aimé passer le tour suivant, mais je pense que le parcours est déjà très beau et on peut être fiers de nous, de ce qu'on a proposé. Ah, l'adversaire a été plus fort que nous, il faut les féliciter. Je crois que les garçons étaient fatigués, ils ont tout donné. Le parcours est magnifique. C'est vrai que finir comme ça par une défaite large, c'est toujours décevant. Mais il y avait énormément de public, je crois qu'on a réussi notre événement. Moi je suis fier des gars parce que ce qu'ils ont proposé était absolument remarquable. Alors bien sûr on aurait aimé être en 8e, mais je crois qu'on doit féliciter l'adversaire, remercier le public et puis un grand merci aux joueurs pour le parcours qu'ils ont fait. Quelle analyse déjà pour commencer, on a eu du mal à se mettre en place parce qu'une équipe de Thouars de District 1 qui arrive là, c'est pas par hasard, il n'y a pas de surprise. On a su jouer avec nos forces, jouer futsal et c'est ce qui a compté pour gagner le match. Vamos, la victoire au bout. C'est les 8e.
Cette défaite de Thouars Foot 79 qui signifie malheureusement la fin de tous les clubs néo-aquitains, que ce soit masculin ou féminin en Coupe de France, puisqu'il n'y a plus de clubs en Coupe nationale de futsal, plus de clubs en Gambardella, plus de clubs en Coupe de France masculine, ni en Coupe de France féminine. Un grand bravo malgré tout à Thouars Foot 79 pour ce superbe parcours réalisé. On va du coup s'intéresser à la coupe qui reste, à la coupe de Nouvelle-Aquitaine avec ce week-end le 5e tour. Il y avait énormément de rencontres, notamment le Petit Poussé, le CM Floirac qui recevait dimanche après-midi le FC Rive Droite 33. Un match qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Derby de l'Est bordelais pour ce 5e tour de Coupe d'Aquitaine. Les deux équipes Floirac et Rive Droite sont situées à quelques kilomètres l'une de l'autre et se connaissent très bien. Et si Rive Droite fait figure de favori, Floirac réalise une excellente saison en D3 qu'elle espère poursuivre en créant aujourd'hui la surprise en coupe. Et après un hommage rendu à celui que tout le monde surnomme Papy, figure historique de Floirac, le match est lancé et c'est Rive Droite qui se porte en attaque. Les Noirs ont leur première occasion signée Jonathan Durieux, mais belle parade d'Axel Amati. Floirac répond et Guillaume Gaillard envoie Amine Bourouaïne en profondeur, mais celui-ci ne parvient pas à conclure. Et sur un corner, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score avec une belle tête à bout portant de Fouzi Ben Elfat. 1-0 pour Rive Droite. Les visiteurs ont mis le pied sur le ballon dans ce premier acte et se procurent les meilleures occasions. Alexandre Laborie est tout proche de doubler la mise sur coup franc, mais Amati est vigilant. Et sur un ballon en profondeur, envoyé par ses défenseurs, on retrouve à nouveau Laborie qui parvient à croiser sa frappe et tromper le gardien adverse, mais ça passe juste devant le but. Et à la suite d'un ballon disputé au milieu de terrain, Gaillard élimine les milieux adverses et sert Abdelkader Seli qui ne tremble pas et ramène son équipe à hauteur. Un partout entre Floirac et Rive Droite à quelques instants de la mi-temps. Ce sera d'ailleurs la dernière occasion de cette période. Monsieur Njikam Venedouo renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de parité, alors que Rive Droite pense avoir fait le plus dur. Floirac reprend sur sa lancée, Bouraïne combine avec Seli sur le côté droit. Cette fois-ci, Ludovic Lopez remporte son duel. Mais le momentum a changé, c'est Floirac qui se montre le plus dangereux dans cette deuxième période, où Saïd Kasmi part en profondeur et centre, mauvaise relance du défenseur et Seli à l'affût s'offre un doublé, 2-1 pour Floirac. Les hommes d'Ahmed Bakachi ont réussi à retourner le match. Mais les rouges ne sont pas rassasiés et Seli tente de s'offrir un triplé sur coup franc sans y parvenir. Et à la suite d'une lutte intense au milieu de terrain, Amin Mohamed Ghazari trouve Bourounaïn en profondeur. Il part au but et donne le break à son équipe. 3-1 pour Floirac. Les rouges réalisent une excellente deuxième mi-temps et en sont récompensés en créant pour l'instant la surprise dans ce 5e tour de Coupe d'Aquitaine. Et si Rive Droite a quelques occasions comme sur corner, le score ne bougera plus. Ce sont les joueurs locaux qui s'imposent 3-1 sur leur terre. Le favori est tombé dans ce derby, mais pour Rive Droite, c'est une défaite à relativiser. Au jour d'aujourd'hui, on s'accroche pour jouer le maintien. Donc on n'avait pas fait de la Coupe d'Aquitaine une priorité, donc on avait fait tourner un peu avec un peu de jeunes, un peu de joueurs qui ont moins de temps de jeu en première. Mais aujourd'hui, ouais, notre priorité, c'est de se maintenir en R3, de maintenir le club. Donc on n'est pas du tout maintenu. Il nous reste encore pas mal de matchs à gagner pour se maintenir. Donc il va falloir qu'on s'accroche et qu'on mette les choses à l'endroit pour essayer de se maintenir cette année. Je pensais qu'on allait finir faire une bonne deuxième mi-temps. Je crois que la première était intéressante. Bon, on prend un but, bon, c'est pas très grave. Il y a encore du temps pour revenir. Bon, après, voilà, en deuxième mi-temps, Floirac avait beaucoup plus envie que nous. Le petit qui mange le gros, on connaît, on sait ce que c'est. Donc voilà, ils ont fini là-dessus.
je leur souhaite d'aller loin en Coupe d'Aquitaine, mais surtout le plus important, je crois que c'est le championnat. Pour eux aussi, ils sont premiers, ils jouent la montée, donc j'espère qu'ils monteront. Mais c'est une très belle équipe, ils ont des bons joueurs qu'on connaît, qui ont joué au-dessus de la D3. Je pense qu'ils peuvent largement jouer en première division avec une équipe comme ça. Et à Floirac, cette victoire est l'occasion d'une belle fête avec tous les membres du club. C'était une équipe qui était à 3 ou 4 niveaux au-dessus de nous. Après, on a réussi déjà à faire quelques petits coups cette année en coupe. Donc on a abordé ce match sereinement, avec rien à perdre, juste l'envie de jouer au football. Et ça s'est bien déroulé, on a fait face à une belle équipe qui tenait bien le ballon. On a eu des petits ajustements à faire en première mi-temps. Malgré ça, on arrive à égaliser parce qu'ils avaient ouvert le score sur coup de pied arrêté. Et on arrive à marquer le deuxième but en deuxième mi-temps qui nous fait beaucoup de bien. Et sur une fin de match, on marque un troisième, mais pour moi, c'est anecdotique. Mais je suis très fier des jeunes parce que je suis le plus ancien de ce groupe et très très fier des jeunes, de leur attitude aujourd'hui. Ça prouve qu'on est en Détroit, mais qu'on bosse et qu'on a envie de remettre Floirac au niveau où il mérite d'être. On a une nouvelle structure, une nouvelle présidente qui est là depuis 3 ans et qui essaye de faire un maximum pour le club. On a des 17 qui marchent bien, qui sont en ligue et qui sont peut-être le futur du club. Donc voilà, c'est vraiment tout un club qui essaye de revivre et ça fait plaisir ce genre d'événement pour justement le mettre en avant et en lumière. Un grand coup de chapeau donc au CM Floirac qui est désormais le seul petit poussé, le seul pensionnaire de Détroit puisque l'autre petit poussé, l'AS Lognac, a été battu 2-1 par l'AS Nontron Saint-Pardoux, club de Régional 1. Autre rencontre de ce 5e tour, le duel entre Le Talus Éveil et Saint-Savin Saint-Germain, victoire 2-0 pour Éveil Foot, Le Talus qui se qualifie. Les images que vous voyez nous ont été envoyées par Stéphanie Guillet, secrétaire du club du Talus, que l'on remercie chaleureusement. Parmi les autres résultats à noter, la victoire des Bleuets de Pau, 3-2 face au Stade Montois, victoire dans un match un petit peu fou. Bravo également à Saint-Palais Sport Football, au Stade Rufécois et à l'ES Aubin-Rorté qui évoluent tous en Régional 3 et qui se sont qualifiés en éliminant des équipes de Régional 1. Cette émission numéro 130 d'LFNA TV est désormais terminée. Un grand merci à l'édition, à toute mon équipe, avec notamment le chef d'orchestre Flavien Ziolkowski, accompagné par Théo Rodriguez, par Rémi Penet, par Hugo Launay, Antoine Olivier et Robin Traviard. Merci à eux. Merci à vous, évidemment, pour votre soutien, les nombreux messages que vous nous envoyez chaque semaine, les partages également et les commentaires que vous allez faire sur cette émission numéro 130 d'LFNA TV. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, même jour, même heure, même pomme, comme dirait Patrick Bruel. Restez-nous fidèles et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.